Giorgia Meloni devrait devenir présidente du Conseil des ministres. Ce serait la première femme à occuper ce poste dans l'histoire du pays. Norbert Di Evangelista. Le scénario était écrit dans les sondages. Les Italiens l'ont confirmé dans les urnes. Fratelli d'Italia, la formation d'extrême droite de Giorgia Meloni, devient le premier parti d'Italie. Les Italiens, pour ces élections, ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tout le peuple italien. Avec plus de 26% des voix, la formation, créée il y a tout juste 10 ans, place la coalition des droites et extrême droite transalpine en tête des élections législatives et sénatoriales. Elle devance, et de loin, le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, qui ne sont pas parvenus à faire barrage à la vague d'extrême droite qui s'abat sur l'Italie et sur l'Europe. Les Italiens et les Italiennes ont choisi. C'était un choix clair et net. Ils ont choisi la droite. L'Italie aura un gouvernement de droite. La tendance apparue il y a 2 semaines en Suède se confirme également en Italie. Aujourd'hui est un triste jour pour l'Italie et pour l'Europe. Des jours difficiles nous attendent. Des jours difficiles face à un véritable séisme en Italie, un pays fondateur de l'Europe. Pour la première fois depuis 1945, les Italiens sont sur le point de faire marcher sur Rome un parti post-fasciste. Fratelli d'Italia a réalisé une véritable percée depuis les dernières élections législatives. Le parti avait obtenu moins de 5% des voix en 2018. Il a cette fois récolté plus du quart des suffrages. Des voix en partie siphonnées à la Ligue, la formation d'extrême droite de l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, empêtré dans des imbroglios politiques qui n'ont pas plu aux Italiens. Aujourd'hui, nous commentons un chiffre dont je ne suis pas satisfait. 9%, ce n'est pas ce pourquoi j'ai travaillé. Mais avec 9%, nous sommes dans un gouvernement de centre-droit dans lequel nous serons des protagonistes. Je compte continuer pour au moins 5 ans sans changement, sans bouleversement, en mettant seulement les choses à faire au centre des intérêts. À 4 heures du matin, j'ai échangé des messages au téléphone avec Giorgia que je félicite. Elle a bien fait. Nous allons travailler ensemble, longtemps et bien. Ce qui promet d'être long pour Giorgia Meloni désormais est bien de convaincre ses alliés de lui céder la place de chef du gouvernement. Une revendication légitime qui devrait prendre, comme c'est souvent le cas en Italie, quelques bonnes semaines. Et je vous présente tout de suite mes invités. Marc Lazare, bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et président de la School of Government de l'Université Luis à Rome. Pascal Johannin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Schuman. Stefano Montefiori, bonsoir et bienvenue à vous bonsoir. Aussi. Vous êtes le correspondant à Paris du journal italien Corriere della Sera, pardon pour mon accent, et Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Peut-être votre réaction globale, on va dire ça comme ça. Les sondages annonçaient, Marc Lazare, cette victoire de Giorgia Meloni et de ses alliés. C'est pas une surprise. Est-ce que vous diriez quand même que c'est un choc ? Ah bah oui. Oui, c'est un choc. Évidemment, c'était la chronique d'une victoire annoncée pour différentes raisons. Les sondages, mais aussi le mode de scrutin, on y reviendra peut-être. Oui, c'est un choc. On est en 2022, on commémore le centenaire de la marche sur Rome. C'est la première fois qu'une femme va accéder à la présidence du Conseil. Et cette femme a été fasciste. Elle ne renie absolument pas. Même à l'adolescence, c'est ça ? Plus qu'à l'adolescence. Elle a commencé très très jeune comme adolescente dans le fascisme. Elle a été longtemps fasciste. Elle est dans un processus long, compliqué de sortie du fascisme, tout en gardant un certain nombre d'éléments de continuité. Et donc elle va accéder au pouvoir dans un pays dont la constitution est antifasciste. Oui, il y a un choc. Oui, effectivement. Pascal Johannin, comment vous l'analysez, vous, cette victoire de Giorgia Meloni ? Alors moi, c'est moins la victoire de Giorgia Meloni que je note que c'est l'effondrement des autres partis. Parce que ce soit le Partito Democratico, la Lega, Forza Italia ou même le Movimento 5 Stelle qui avait fait des scores, ils sont tous en déclin d'au moins la moitié ou presque par rapport à 2018. Donc ça veut bien dire que c'est
c'est une victoire qui est liée au fait que les autres partis se sont tous écroulés ou n'ont pas été capables de s'entendre aussi. Il n'y a pas eu la coalition de gauche comme elle a réussi à faire cette coalition de droite, alors qui nous semble complètement à des années-lumière en France, parce que ça rassemblerait le Rassemblement national de Salvini, les Fratelli d'Italia dont on n'a pas encore, et puis Forza Italia, les Républicains qui sont au PPE. Donc c'est quelque chose qui est complètement étonnant. Il n'y a pas eu l'équivalent à gauche, hein, sauf ce que je me trompe. Et tous les autres partis se sont écroulés et on voit en effet des chutes. Vous montiez des photos de Salvini, il est à 8, il avait fait 17. Il fait moitié moins. Et pareil pour le mouvement Cinque Stelle qui avait fait le gouvernement en 2018, complètement un peu aussi une alliance un peu hétéroclite, qui n'a pas duré. Donc il faudra voir si en effet cette alliance, parce que voilà, maintenant qu'elle est devant, est-ce qu'elle va être présidente du Conseil et quelle va être la ligne du programme avec Berlusconi et Salvini. Alors on va y venir, évidemment. Stefano Montefiore, il faut peut-être expliquer ce qui va se passer là maintenant, effectivement. Donc c'est le président de la République qui nomme les ministres, mais qui nomme déjà la présidente du Conseil des ministres. Et c'est important, c'est déjà la première démarche. Dans d'autres occasions... Peut-il nommer quelqu'un d'autre que Giorgia Meloni? Théoriquement, oui. Dans la pratique, vu les résultats, non, parce que ça serait complètement inexplicable d'un point de vue démocratique. La victoire de Giorgia Meloni est claire, et donc c'est sûr, c'est presque sûr, sauf imprévu, mais vraiment, ça serait un choc. Alors là, vraiment, que le président Mattarella dans le... Sergio Mattarella nomme Giorgia Meloni président du Conseil. D'ailleurs, c'est le jeu de la démocratie. Oui, c'est logique. C'est tout à fait Mais est-ce qu'il a quand même un peu de pouvoir, le président de la République, sur ces nominations? Oui, aussi sur les nominations, bien sûr. Disons que le rôle du président de la République en Italie depuis longtemps, et Marc le sait bien, est objet d'études parce que parfois n'est pas si clair que ça, mais il n'a pas les pouvoirs exécutifs comme en France le président de la République, mais pas non plus un notaire qui contresigne quelque chose, une liste qu'il lui a donnée. Non, il aura son mot à dire. S'il y aura des propositions des ministres un peu comme ça qu'il ne juge pas à la hauteur, je pense qu'il pourra intervenir. Marc Lazare, effectivement, on disait dans le sujet, ça peut prendre des semaines. Il y a un calendrier très clair. Le 13 octobre, ça va être la première réunion des chambres. Ça va être très important parce que les chambres doivent élire les présidents, donc les présidents de la Chambre des députés et le président du Sénat. Et ça sera à interpréter parce que est-ce que ça va être quelqu'un de la coalition, un peu dur, ou est-ce que ça va être quelqu'un d'ouvert, y compris par rapport aux oppositions. 2 jours plus tard, les chambres se réunissent cette fois-ci pour la composition des groupes parlementaires. Alors ça peut paraître très étrange, mais il y a un certain nombre d'élus qui peuvent changer d'orientation. Non, mais ne le prenez pas sous la forme... Non, je cherche à comprendre. Mais je vais vous expliquer. C'est que, par exemple, des élus dans le Val d'Aoste, dans une région à statut spécial, sont des tout petits partis qui doivent s'affilier à des groupes s'ils veulent exister. Donc voilà. Et puis, parfois, il y a des transfuges. Il peut y avoir, par exemple, des députés de la Ligue qui se disent « la Ligue, c'est terminé, vaut mieux que j'aille du côté de Fratelli d'Italia tout de suite ». Donc voilà, c'est le charme. Giorgia Meloni va peut-être agréger d'autres soutiens et d'autres députés. Et puis ensuite, le président de la République va engager les consultations de tous les partis politiques. Alors, il y a tout un rituel, ça prend 2 jours en général, au Palais du Quirinal. Et puis, le président de la République donne ce qu'on appelle l'incarico, c'est-à-dire on pourrait traduire par la mission qui sera donnée sans doute à Mme Meloni pour lui demander si elle a une majorité parlementaire. Et ensuite, si tout ça fonctionne, Madame Meloni monte, comme on dit, parce que c'est sur la colline du Quirinal, dans ce magnifique palais présidentiel, et elle présente son gouvernement. Et là, c'est l'article 92 de la Constitution. Et l'article 92 de la Constitution, Stefano le rappelait, le président de la République nomme sur proposition du ministre. Et on sait très bien... Il peut mettre un veto. Il l'a fait en 2018. Et il l'a fait parce que le gouvernement de Giuseppe Conte I proposait un ministre de l'économie et des finances très connu en Italie, très réputé, mais qui était pour la sortie de l'euro. Et il a dit il n'en est pas question parce que ça remettrait en cause les engagements internationaux de l'Italie. Donc il y a eu une crise pendant quelques jours, mais il a gagné. Et il y a plusieurs ministères clés pour M. Mattarella. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'économie et des finances, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires européennes. Et donc il va y avoir une discussion entre Mme Meloni. Elle a un avantage, c'est qu'elle a près de 26%. Oui, elle a largement gagné ce scrutin, même dans le jeu de pouvoir avec ses alliés, évidemment, c'est très important. Je vous propose une première réaction, celle d'une ancienne députée italienne du Parti démocrate, Michela Marzano, plus que choquée. Elle dit avoir peur pour son pays. C'était ce matin sur France Inter. Elle est très, très, très à droite.
bien plus à droite d'ailleurs que Marine Le Pen. Donc plus que choquée, je suis effondrée parce que j'ai peur. J'ai peur pour l'Italie, j'ai peur pour l'Europe, j'ai peur pour les femmes, j'ai peur pour les étrangers, j'ai peur pour les homosexuels. Tout ce qu'elle a dit, elle va le faire. Et c'est une femme xénophobe, homophobe, dangereuse. Alors, je vais vous donner la parole aux uns et aux autres pour essayer de la situer effectivement politiquement, Giorgia Meloni. Vous dites quoi Déjà, je remarque une différence qui, à mon avis, est intéressante. C'est-à-dire qu'en Italie, on appelle la coalition qui a gagné de centre-droit. De centre-droit. Oui. Alors que vu d'ici, on dit... On dit l'extrême droite, le gouvernement le plus d'extrême droite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quand même deux des composantes de cette coalition qui sont plutôt à minima à la droite de la droite. Je suis complètement d'accord. Et disons que l'addiction centre-droite résiste parce qu'il y a encore Forza Italia de Berlusconi qui est un peu la caution centriste et européiste de la coalition. Mais déjà, c'est intéressant de voir qu'il y a déjà en cours une sorte de normalisation de la situation. Et même dans les mots employés pour caractériser la coalition. Dans les mots, on dit que c'est la coalition de centre-droit qui a gagné, alors qu'effectivement, Giorgia Meloni, on ne peut pas... C'est pas du Chirac à l'italienne, c'est autre chose. Ouais. C'est une droite différente, dure. Et alors, à juste titre, on peut l'appeler d'extrême droite. Ça, c'est déjà révélateur d'une certaine façon. Oui. Pascal Joannin, qu'est-ce que vous retenez, vous, peut-être du programme et donc de ce que Giorgia Meloni, si elle obtient suffisamment de marge de manœuvre comme ça semble se mettre en place, qu'est-ce qu'elle va prioritairement vouloir changer dans son pays, d'après vous ? Alors, il y a ce qu'on dit pendant la campagne et puis ce qu'on fera après si on est en charge. Et on passe d'une candidate à faire des podiums, des tribuns. Et donc, on sait très bien qu'elle ne mettra peut-être pas en application tout ce qu'elle a dit. Il y a des exemples récents, de l'autre côté du Channel, par exemple, où Mme Truss a dit des choses et puis elle fait le contraire de ce qu'elle a dit pendant la campagne, parce que maintenant elle est investie et qu'elle est responsable. Et donc ça change un peu la donne. Donc je crois que Mme Meloni a, en effet, vous la connaissez mieux que moi, dit des choses pendant la campagne qui font dresser les cheveux sur les têtes, mais elle a aussi peut-être dit des choses qui sont à entendre. Elle n'est pas anti-européenne primaire comme l'est Marine Le Pen. Et je rappelle que Marine Le Pen a des alliés au Parlement européen avec Matteo Salvini, siège dans le même groupe. Les Fratelli d'Italia ne siègent pas avec Marine Le Pen et Salvini, ils sont chez les conservateurs. Oui, mais là, on vient de monter une coalition avec Salvini, quand même. Oui, d'accord, mais Salvini, c'est celui qui est à l'extrême droite. Si vous me dites qu'ils sont tous les deux avec Marine Le Pen dans le même groupe. Giorgia Meloni n'est pas avec Marine Le Pen au Parlement européen. Elles sont avec les conservateurs polonais ou avec les démocrates suédois. Donc, vous voyez, il y a déjà dans l'appréciation... Les démocrates suédois, je rappelle que la dénomination est troublante. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Mais voilà, donc, sur l'Europe, elle a quand même dit qu'elle n'était pas anti-européenne. Elle n'est pas contre l'Ukraine, alors contrairement à Salvini qui dit qu'il est pour la Russie, etc. Donc, il y a déjà un antagonisme là-dessus. Elle veut pas sortir de l'euro comme Marine Le Pen voulait sortir de l'euro. Alors, bien entendu, tout ça est à prendre avec des pincettes, mais il faut voir ce qui sera fait avant de prendre des mesures pour dire elle est le diable en personne. Peut-être en effet sur le côté européen et le côté économique. Je rappelle quand même que l'Italie est le pays qui, grâce au plan de relance européen Next Generation EU, a le plus de fonds européens. Oui. Ces fonds commencent à être versés sous Mario Draghi parce qu'il est arrivé en février 2021. On y reviendra, si vous voulez bien, sur la partie européenne. Donc, je vous interromps là-dessus parce qu'on va vraiment y consacrer du temps. Mais Marc Lazare, là, je voudrais plutôt qu'on soit sur peut-être les valeurs, les réformes sociétales. Là, on entendait cette ancienne députée italienne de centre-gauche. Elle décrit une femme homophobe, elle dit attention aux droits des femmes, notamment des positions un peu ambiguës sur l'avortement, évidemment l'islam ennemi juré de Giorgia Meloni, désigné, enfin, qu'est-ce qu'elle va appliquer, ce pourquoi elle a été élue sur ces thèmes-là? C'est un des grands thèmes de Giorgia Meloni depuis quelque temps, et notamment à l'occasion de cette campagne, sur ces thèmes sociétaux, incontestablement, que vous avez rappelé, et on pourrait en rajouter d'autres. En gros, elle est pour la défense de la famille traditionnelle, pour les valeurs chrétiennes, et de ce point de vue-là, elle est très proche d'Orban. Et donc, c'est une autre conception de l'Europe. C'est l'idée que l'Europe a commis une erreur fondamentale parce qu'elle ne prend pas assez en considération le danger de l'islam, qui par ailleurs n'est que, si j'ose dire, la troisième religion en Italie, puisque la seconde est la religion orthodoxe. Et ça, elle joue beaucoup là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle ne remettrait pas en cause, par exemple, la loi 194 qui autorise déjà sur des conditions très restrictives l'interruption volontaire de grossesse.
Mais enfin, c'est elle qui avait signé en 2019, la première signataire d'un document par son parti à Rome pour demander que les fœtus des femmes qui ont avorté soient enterrés dans un carré particulier de tous les cimetières romains avec le nom de la mère, y compris si la mère refuse de faire cela. Donc ça donne un peu l'état d'esprit de cette femme. Et elle en rajoutera d'autant. Et puis il y a la question de l'immigration et des migrants sur lesquels elle est très en pointe. Et comme je crois, comme vous Pascal, qu'elle ne pourra pas faire grand-chose sur les questions économiques, on va y revenir, donc elle risque d'en rajouter encore plus sur les autres sujets. Il y a aussi l'homophobie. Alors attention. Est-ce que vous employez ce terme-là ? Moi, je l'emploierais, oui. Elle a disons qu'elle n'a aucune sympathie et encore moins d'empathie avec les couples homosexuels. Bon, ça, je pense que, voilà, par exemple, sur les questions de l'IVG, elle va favoriser les organisations, les associations pro-vie. Et on le sait déjà, son parti dirige la région des Marches. Ouais. Et dans la région des Marches, ils ont pris des décisions qui, justement, restreignent la possibilité d'interrompre volontairement une grossesse pour les femmes et favorise l'action des sociétés, des associations pro-life. Il y a quand même, Marc, sur ces questions de droits des femmes, les régions en Italie ont beaucoup plus de pouvoir que chez nous et que ça dépend un petit peu beaucoup des régions, chacun ayant une politique un peu à part. La durée la possibilité d'interrompre la grossesse n'est pas la même unilatéralement et donc en effet c'est une compétence qui est quand même très régionale. Donc en effet il y a des régions peut-être où ça sera dramatiquement réduit. Je ne sais pas comment ça va se passer. Celles que contrôle le mouvement Fratelli d'Italia et ceux qu'elle ne contrôle pas. Mathieu, vous voulez intervenir ? Oui, elle s'en est pris quand même à ce qu'elle appelle le lobby LGBT, qu'elle répète dans ses meetings, voilà, sur les questions contre la théorie du genre. Il y a une identité sexuelle selon elle, il n'y a pas à changer enfin, selon elle, de genre. Enfin bref, elle est quand même assez marquée. Un argument très fort aussi en faveur de la natalité. Et ça marque dans un pays caractérisé par un solde naturel négatif. Elle insiste beaucoup là-dessus. Elle dit qu'il faut faire... Et sans doute là, elle prendra des mesures. D'accroître encore les incitations à la natalité. Le taux de natalité en Italie est un des plus faibles de l'Union européenne. Ouais. Voilà. On va évoquer ce que cette union des droites ou de droite et d'extrême droite peut provoquer ici en France, mais je voudrais juste vous poser une question totalement de curieux sur Silvio Berlusconi. 86 ans dans 3 jours, je crois. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Chercher un peu de pouvoir encore à cet âge-là. Il est le maillon faible de la coalition parce que quand même il n'arrive même pas à 9%. Il a donné aussi des signes de faiblesse personnelle. Dans les derniers jours, il s'est lancé dans tout un discours à propos de Poutine qu'il revendique encore comme son ami en disant que le président russe voulait simplement amener des gens bien à Kiev. Donc là, franchement, on a aussi pensé que peut-être qu'il avait vraiment perdu un peu le contrôle de la situation, de la gestion. Il se pose en garant des 2 autres formations. Exactement, il se pose comme l'élément centriste, comme on disait tout à l'heure, de la coalition, mais le résultat quand même est très faible. Et il a déjà vécu cette montée au pouvoir en 1994. Il était dans la même coalition, si l'on veut. Sauf que c'était son parti qui était en tête. Sauf que c'était Italien qui était devant. Voilà. C'était le rapport de force, c'était complètement à l'opposé. Et c'était lui qui était la puissance de la coalition. Et donc, il pouvait endosser plus facilement ce rôle de celui qui démocratise un peu les extrêmes. Là, il sert un peu comme la caution démocratique de la coalition, mais c'est plus difficile sa position. Alors, l'union des droites, évidemment, il y a beaucoup de réactions enthousiastes, on va dire, de ce côté de l'échiquier politique ici en France. Par exemple, Marion Maréchal sur Twitter, alors elle s'affiche tout sourire aux côtés de Giorgia Meloni et avec ce texte, elle a su tenir bon, elle a su faire l'union. Bravo pour cette victoire historique, bonne nouvelle pour la défense de notre civilisation. #Modiez Italie. Mathieu, vous analysez justement la réaction alors du leader du parti de Marion Maréchal, Reconquête, Éric Zemmour. Oui, c'est le premier homme politique en France à publier un communiqué saluant la victoire de Giorgia Meloni. C'est donc Éric Zemmour qui a salué évidemment la victoire de l'Union des droites, on sait que c'est sa ligne, et puis qui a raconté une petite histoire. Il y a 4 ans, Giorgia Meloni recueillait 4% des suffrages. Ce soir, elle est en passe de diriger l'Italie. Malgré leur échec en 2018, Madame Meloni et son jeune parti n'ont jamais rien lâché. Voilà, ça vous fait penser évidemment à quelque chose. Et d'ailleurs, il conclut comme ça. Qu'est-ce que ça montre ? Comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que oui, arriver au pouvoir, c'est possible. En fait, quand dans notre débat, on l'a vu, moi je pense qu'il y a plus de proximité entre le mouvement Reconquête
conquête d'Éric Zemmour et Fratelli d'Italia qu'entre le Rassemblement national et Fratelli d'Italia. On l'a dit, c'est vrai que Marine Le Pen et le mouvement Fratelli d'Italia ne siègent pas dans le même groupe à Bruxelles. Au-delà de ça, les deux femmes se connaissent mais ne se fréquentent pas. La dernière fois qu'elles se sont vues, c'était en 2016. Elles n'ont pas prévu de se voir tout de suite. Giorgia Meloni considère que Marine Le Pen est plutôt populiste, alors qu'elle est une vraie, de ce qu'on voit de l'extérieur, et vous me corrigerez, conservatrice, identitaire. Vous vous souvenez de ce slogan qu'elle a clamé en 2019 et qu'on a revu en boucle passer sur toutes les chaînes de télé. Je suis femme, je suis mère, je suis italienne, je suis chrétienne. Il y a donc une affirmation identitaire très forte qu'on retrouve, à mon avis, davantage chez Éric Zemmour. Ensuite, sur les questions de société, on le voit bien, elle est extrêmement conservatrice. Aujourd'hui, personne au Rassemblement national n'entonnerait ce qu'elle dit sur l'IVG, sur la famille, sur le rôle des femmes, qui est de rester plutôt quand même à la maison, en tout cas participer à la croissance démographique du pays. Donc c'est son slogan, je crois, mais vous me corrigerez, ou sa devise, c'est Dieu, famille, patrie, pas quelque chose qu'on entendrait aujourd'hui au Rassemblement national. En revanche, chez Éric Zemmour, oui, il y a une affirmation identitaire, oui, il y a une mise en avant de, selon lui, les valeurs dites chrétiennes de la France. Oui, il y a une répartition des rôles entre la femme et l'homme qui correspond à sa vision un peu nostalgique des années 50 où l'homme travaillait et où la femme restait à la maison. Donc il y a des passerelles, puis il y a des passerelles aussi personnelles, j'ai envie de dire, puisque Marion Maréchal, que vous avez citée, est quand même l'épouse de Vincenzo Sofo, voilà, qui était un ancien de la Ligue, mais qui est passé à Fratelli d'Italia. Donc il y a beaucoup plus de proximité et on voit bien que ça fait rêver Éric Zemmour. Cela dit, bémol, Éric Zemmour s'imaginerait bien accomplir cette passe de 2. Il faut expliquer qu'en France, c'est très compliqué. D'abord parce qu'il y a beaucoup de différences. À commencer par le système. Le mode de scrutin ne favorise pas. Nous, en France, il y a un système majoritaire de tours. Là-bas, on est dans un système proportionnel. En France, à l'heure actuelle, il n'y a encore jamais eu de majorité sociologique sur des thèses ultra-conservatrices, ultra-identitaires. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas dans le pays, mais plus d'un Français sur deux sur des thèses comme ça, ça ne s'est pas, pour l'instant, vérifié. Mais cette question de l'union des droites, évidemment, elle agite aussi le parti LR en pleine campagne pour l'élection de son nouveau président. Une première réaction sur cette question stratégique, s'allier ou non à l'extrême droite, c'est celle d'Aurélien Pradier sur Twitter. Il refuse cette idée. Voilà ce que dit Aurélien Pradier. En regardant l'Italie, certains se disent que le seul avenir de la droite française est de devenir sous-fifre des agités. C'est la fascination morbide de ceux qui, chez nous, n'y croient plus. Ils ont perdu l'exigence du gaullisme. Moi, j'y crois. Tout rebâtir ne m'effraie pas. En revanche, le député européen François-Xavier Bellamy, lui, il franchit allègrement le Rubicon. On l'écoute. C'est évidemment le signe, comme ce qui s'est passé en Suède, au fond, qu'il est temps d'écouter enfin ce que disent les citoyens européens, les citoyens des pays européens. Moi, je suis fasciné ce matin, je vais vous dire, sur le trajet en écoutant la radio, on avait l'impression qu'un coup d'État fasciste était en train d'arriver en Italie. Et quand on écoute certains récits des médias, la vérité, c'est que c'est une coalition qui inclut des partis, dont certains d'ailleurs, comme la Lega, étaient en coalition avec les socialistes jusqu'à aujourd'hui, et ça n'avait choqué personne. Cette coalition, c'est vrai, aujourd'hui, elle est le signe, elle est le signal que les Italiens demandent qu'on se préoccupe enfin des problèmes auxquels ils font face, et notamment de la question migratoire. Marc Lazare, on l'a déjà fait un débat sur ce thème ici, sur ce plateau. Le point commun de ces extrêmes droites européennes, même si évidemment elles sont diverses, c'est de gommer certaines de leurs aspérités pour les rendre acceptables pour une coalition. Est-ce que vous l'analysez comme ça? Oui, bien sûr. Non, bien évidemment. C'est vraiment un mouvement de fond. Normalisation, dédiabolisation, tout en maintenant une identité particulière. Tout en maintenant une identité. Pour ce qui concerne Madame Meloni, bien sûr, elle ne se dit plus fasciste, mais en même temps, elle dit ça appartient au passé. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Moi, ce que j'appelle une stratégie d'évitement, on n'en dresse pas le bilan, d'envoyer parfois même des messages. Hier, elle a fait une déclaration très intéressante pour ceux qui connaissent bien. Elle a dit je pense à tous ceux qui ne sont plus là. Et, alors, ça veut dire quoi, ça? Voilà. Donc, moi, j'entends ça. Bien sûr, je pense qu'elle pense à sa famille, exactement. À ses proches. Alors, elle pourrait penser à son père qui a quitté le foyer familial à très petit. Non, tout le monde l'a interprété dans le noyau dur. Almirante, bien sûr. Alors, il faut expliquer. Du MSI. Giorgio Almirante était l'ancien dirigeant du MSI. C'est très clair. C'est des petits signaux comme ça subliminaux qui rentrent dans les traditionalistes. Mais oui, c'est important. Cela dit, moi je pense que, peut-être que j'ai un désaccord avec vous, mon cher Mathieu, c'est que je pense que, vous avez raison, le mode de scrutin est différent, mais je pense que le débat va surgir, obligatoirement.
à droite. Et d'ailleurs, il est présent dans les Républicains. On le voit. Il y a d'un côté les Républicains qui disent c'est pas possible, on vient de l'entendre. Et puis il y a ceux, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, qui se disent on peut faire une alliance à la Mitterrand avec, dans les années du programme commun, en piquant les voix au Rassemblement national. Et le baiser de la mort, quoi, en quelque sorte. Je pense que le débat va être là. Et au sein du Rassemblement national, Marine Le Pen, jusqu'ici, a toujours refusé. Elle l'a encore redit récemment, pas question. Mais je pense que ça va venir comme débat. D'ailleurs, il y a un quotidien que j'apprécie, puisqu'on m'interroge souvent, Le Figaro. Un certain nombre de ses chroniqueurs, depuis quelque temps, insistent sur cette idée, pourquoi pas. Et puis, il y a un fait. D'ailleurs, la une du Figaro, pardon, je vais vous redonner la parole, je ne sais plus si c'était samedi, je crois, c'était l'union des droites. Il n'y avait pas le mot extrême droite à la une. C'est pas totalement neutre. Je me permets de rajouter juste un tout petit point, c'est que 38 à 40% des électeurs de droite aujourd'hui disent qu'il faut, c'est fini, il faut faire l'alliance. Donc je ne dis pas que ça va être facile à régler, mais je pense que le débat est là. Alors je suis d'accord, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a, quand on interroge ces électeurs de droite, une partie est déjà passée chez Emmanuel Macron, donc il reste, c'est quand même une droite moins nombreuse. Et par ailleurs, le Rassemblement national n'a jamais voulu aujourd'hui de l'union des droites jusqu'à présent, pour la simple raison qu'elle veut remplacer la droite, Marine Le Pen. Et que je pense que ce verrou-là n'est pas prêt pour l'instant de céder, parce que tant qu'elle est en position de force, elle s'est qualifiée 2 fois de suite au second tour de l'élection présidentielle, elle dit j'ai rien à faire avec ces gens-là, je vais les remplacer. Et d'ailleurs, elle n'a pas tout à fait, en plus, les mêmes analyses ou les mêmes politiques sur le plan de vue économique. Un débat qui intéresse les intellectuels, les commentateurs, les journalistes. Alors cette question de l'union des droites, vous l'avez évoquée, et je vais proposer à Steve Jourdain de nous rejoindre, parce qu'elle se pose évidemment dans plusieurs pays en Europe, et ce n'est pas un phénomène nouveau, Steve. Non, l'Italie, déjà elle, faisait figure de précurseur dans les années 90. On est au début 1994. La démocratie chrétienne est au pouvoir depuis plusieurs décennies. Surgit alors dans le paysage politique à toute vitesse un homme des médias, audacieux, populaire. Son nom, Silvio Berlusconi. Il crée sa formation de droite, Forza Italia, et il noue une alliance avec 2 formations d'extrême droite, la Ligue du Nord et surtout Alliance Nationale, un parti issu du MSI, le mouvement social italien. Le MSI, c'est une formation néofasciste créée en 1946 après l'interdiction du parti de Mussolini. Et c'est d'ailleurs cette organisation, le MSI, que Giorgia Meloni rejoint dans son adolescence. À noter qu'en 1994, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la droite de Berlusconi qui arrive devant l'extrême droite aux élections législatives. Aujourd'hui, évidemment, c'est l'inverse. Et récemment, on a assisté à d'autres rapprochements entre la droite et l'extrême droite ailleurs en Europe. Oui, direction l'Autriche, où en 2017, les conservateurs menés par Sebastian Kurz remportent largement les élections législatives. 2 mois après le scrutin, un accord de coalition est officialisé avec l'extrême droite du FPO, arrivé 3e lors de ces élections. Un accord qui réserve le poste de vice-chancelier à Heinz-Christian Strache, président du FPO et surtout proche de la mouvance néo-nazie. C'était dans sa jeunesse. Alors des néo-nazis historiques qui se normalisent en quelque sorte, on en trouve aussi aujourd'hui en Suède. Les Suédois se rendaient aux urnes il y a 2 semaines pour des élections législatives. Là-bas, c'est le parti d'extrême droite qui est arrivé en tête à droite, ce qui veut dire que la droite va devoir apprendre à composer avec elle pour gouverner. Le parti d'extrême droite s'appelle là-bas les Démocrates de Suède. Son premier dirigeant a fait ses classes dans un mouvement néo-nazi, mais en 17 ans, son actuel leader a fait passer le parti d'extrême droite du statut de paria à formation incontournable au Parlement. Écoutez-le. Il s'est passé tant de choses ces 12 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes un grand parti. Je suis tellement fier et tellement heureux du chemin que nous avons parcouru ensemble. La Suède qui prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne en janvier prochain. Il faudra regarder comment, évidemment, l'Europe s'accommode de ces unions entre droite et extrême droite. Merci beaucoup, Steve. Alors, effectivement, on va parler du centre de gravité... De quoi vous parlez? De l'Autriche. C'est pas raisonnable de faire des apartés comme ça. Donc on va parler de la question du centre de gravité de l'Europe. Est-ce qu'il est en train de basculer? Vous voulez dire un mot sur l'Autriche? Allez-y. Non, sur le centre de gravité de l'Europe, moi je suis tout à fait d'accord pour parler. Non, votre présentateur, ça a démarré avant en Autriche. Il avait oublié Schussel, qui en 99 a fait déjà une alliance avec le FPE, qui était et en effet Jacques Chirac et d'autres avaient dit c'est pas possible, etc. Et on avait eu à ce moment-là un clash au niveau de l'Union européenne, et donc c'était la première tentative d'un parti vraiment d'extrême droite. Alors, le centre de gravité de l'Europe, qu'est-ce que ça change finalement qu'on ait en Italie, en Suède, des gouvernements qui... Alors en Suède, ça va être un peu plus compliqué, mais une forme de coalition droite-extrême droite. Pour l'instant, il ne faudrait pas croire que l'Union européenne est débordée par un raz-de-marée brun ou je ne sais pas quoi.
les pays qui sont avec des dirigeants conservateurs, populistes, etc., sont au nombre de 2 où à un moment on se parle, la Pologne et la Hongrie, qui ne sont d'ailleurs pas dans les mêmes groupes politiques et qui ne s'entendent pas. Je rappellerai simplement qu'Orban est pro-russe, alors que les Polonais ne le sont pas du tout, d'accord ? Donc, vous voyez, donc c'est pas une famille homogène. Il n'y a pas une famille homogène, une grande famille qui va peser ensemble. Nous avons eu dans le passé, alors sur l'autre bord politique, à l'extrême gauche, la Grèce avec Syriza. Et donc, en effet, Tsipras, et un clash qui est très vite intervenu entre Syriza et son ministre de l'économie, Varoufakis, entre un tenant qui était pour le pragmatisme et un qui était pour le jusqu'au boutisme. Et on a aujourd'hui 2 pays, vous voulez le dire, la Suède et l'Italie, qui ont en effet voté récemment. Les cas sont un peu différents. Si en effet ils siègent dans le même groupe, les conservateurs avec les Polonais, il semblerait que les démocrates suédois, donc le parti d'extrême droite, pour que je rappelle aux téléspectateurs, ne siégera pas au sein du gouvernement. Il en sera certainement une cheville tutélaire, mais il ne sera pas au gouvernement. Alors qu'il est le premier parti arrivé à droite. Je rappelle que c'est les sociaux-démocrates qui sont arrivés le premier parti. Mais comme ils ont fait une coalition... Je vous interromps, Pascal. Même s'il n'y a pas de stratégie commune, j'entends ça, mais il y a quand même une vision de l'Europe qui n'est pas celle des valeurs des pays fondateurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a des contradictions. On le voit avec la Pologne. Ça va jusqu'à des subventions qui sont interrompues pour la Pologne. Gouvernements qui sont... Et encore, au gouvernement en Suède, vous n'avez pas terminé, mais c'est le modéré. Le modéré, il est au centre droit. C'est pas du tout l'extrême droite, Christensen. Donc, il y a en effet peut-être... Mélanie, donc vous dites qu'ils vont s'accommoder de l'Europe, Non. Alors, d'abord, Mélanie, elle n'a pas dit des choses contraires à l'Europe. Je rappelle, deuxième chose, que l'Europe n'est plus celle de 1999 ou etc. On a changé un petit peu on a le traité de Lisbonne, etc. Il y a aujourd'hui des outils. Bien entendu, les gouvernements font ce qu'ils veulent, mais il y a des règles communes à respecter. Et on a vu que la Pologne et la Hongrie, pour des raisons différentes, n'avaient pas respecté un certain nombre de règles, qu'ils ont été sanctionnés. Et ce que Mme von der Leyen a dit là pendant la campagne, c'est que si jamais l'Italie de Meloni, Salvini, Berlusconi venait à être en effet très limite, il y aurait des moyens de la faire revenir dans le droit chemin. Tout simplement parce qu'il y a en effet des règles et qu'il y a ce plan de relance. Et aujourd'hui, la Pologne est revenue dans le droit chemin, sa réforme de la justice, elle l'a remise en question parce qu'elle n'avait pas les fonds européens. Orban, après avoir crié sur tous les toits qu'il était contre, est en train de faire passer toutes les réformes que l'Union européenne a demandé, 17, pour pouvoir bénéficier des fonds européens. Et c'est ce que d'ailleurs je l'ai expliqué tout à l'heure. L'Italie est le premier bénéficiaire du plan de relance européen. Il y a déjà eu 2 versements sous Mario Draghi, mais il reste encore beaucoup d'argent. Et ça m'étonnerait que Mme Meloni aille vraiment titiller ou chatouiller la Commission européenne sur cette question, comme vous l'avez dit. Et je pense que c'est plus sur les questions sociétales que ça risque d'être dangereux. Et sur l'immigration. Oui. Et là, pour le coup, l'Europe est faite parce qu'elle n'a pas de politique migratoire européenne. Stefano Montefiori, effectivement, finalement, on en revient à l'argent, quoi. Oui, on revient à l'argent, mais sur l'Europe, je suis d'accord. Je ne pense pas que Mélanie fera des choses éclatantes pour sortir de l'Europe. Ça, c'est hors discussion. Mais pardon, vous interrompre, c'est quand même attendu par une grande partie de son électorat, ça. Je ne pense pas que ce soit forcément, mais quand même, la donnée change, la dynamique change en Europe. C'est-à-dire qu'on a eu pendant quelques mois une situation, un peu un moment de grâce pour les pro-européens, parce qu'il y avait Draghi en Italie, Macron à Paris, Scholz en Allemagne, on a eu la sensation qu'il y avait quand même une unité des valeurs, d'actions et des volontés politiques. On ne peut pas imaginer maintenant un voyage en train, Meloni, Macron, Scholz, pour aller voir Zelensky à Kiev. Là, même si Meloni ne fera pas n'ira pas jusqu'à la rupture, je pense que les équilibres en Europe ont déjà changé dès ce matin. Mais Marc Lazare, il y a une phrase qu'elle a prononcée, la fête est finie. C'est à propos de l'Europe. Qu'est-ce qu'elle veut absolument. dire dans un meeting à Milan, alors on a essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire, mais je pense que c'est relié à tout ce qu'elle raconte sur l'identité nationale. En gros, elle dit maintenant, les Français et les Allemands savent défendre leurs intérêts, et nous, les Italiens, non. Donc c'est une accusation de tous les gouvernements précédents. Et avec moi, ça va changer. Et avec moi, ça va changer parce que je vais défendre les intérêts nationaux. Et c'est là où il va y avoir tout un jeu, d'après moi, un peu compliqué. Encore une fois, ça va dépendre des ministres désignés. Oui. Attention, on a commencé par là. C'est capital, ça va dépendre. Bon, mais en même temps, elle va essayer de faire valoir ce qu'elle appelle les intérêts nationaux. Donc il va y avoir beaucoup de rhétorique, beaucoup de grandes déclarations. Sans doute
avec Varsovie et Budapest, malgré le désaccord sur la Russie, un jeu de la part de Giorgia Meloni pour montrer à la France et l'Allemagne qu'elle voudra peut-être rééquilibrer avec sa proximité idéologique et politique très forte. Vraiment, l'homme qu'elle admire le plus en Europe, c'est Viktor Orban. Hein. Elle a un lien très fort. D'ailleurs, Viktor Orban s'est fait un malin plaisir dès hier soir de féliciter Giorgia Meloni et de présenter les photos où on le voit, lui, avec Matteo Salvini, Silvio Berlusconi et Giorgia Meloni, les bras dans les... Enfin, enlacés en quelque sorte. Donc elle va quand même essayer de peser pour essayer de changer un peu ses rapports. Et dans le programme en 15 points du centre-droit, puisqu'on l'appelle comme ça, moi je l'appelle de plus en plus droite-centre d'ailleurs, parce que c'est la droite qui domine, eh bien il est marqué qu'ils veulent une Europe plus politique que bureaucratique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a une conception confédérale. Elle est sur la position polonaise et hongroise. Une Europe où le droit national l'emporte sur le droit européen. Et c'est pas par hasard que Frères d'Italie et la Ligue ont voté contre la résolution du Parlement européen qui condamne l'évolution démocratique. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à un bras de fer un peu similaire à celui qu'on a eu avec la Pologne, par exemple Je pense qu'on pourrait avoir des moments de tension importante avec la limite qui a été indiquée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas tirer trop sur la corde parce qu'il y a le plan de relance et qu'il y a 55 objectifs qui doivent être atteints d'ici décembre 2022. Il y a 55 objectifs. Et là, à peine arrivée, elle doit faire la loi de finances. Pas facile. Tiens, une dernière réaction, justement, elle aussi, elle est en train de préparer la loi de finances. C'est la première ministre française, Elisabeth Borne, sur l'élection de Giorgia Meloni. Ce que dit la présidente de la Commission, c'est qu'en Europe, on porte un certain nombre de valeurs et que, bien évidemment, on sera attentif, et la présidente de la Commission, à ce que ces valeurs sur les droits de l'homme, sur le respect des uns et des autres, notamment le respect du droit à l'avortement, par exemple, soit respecté par tous. Elisabeth Borne, qui évidemment, vous l'avez compris, faisait référence à une déclaration d'Ursula von der Leyen. Je voudrais terminer, il nous reste 2 minutes 30, Pascal Joannin, sur la relation franco-italienne, là, parce que Emmanuel Macron a été quand même assez souvent critiqué par Giorgia Meloni pendant sa campagne. Ce que vous disiez, quoi, c'est pas son homme européen favori, quoi. On se souvient que Liz Truss avait dit qu'il ne savait pas si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Donc vous voyez, c'est pas une spécialité. Puis après, la réelle politique prendra le dessus. La France et l'Italie, sous le contrôle de Marc Lazare et de Monsieur, ont quand même renforcé leurs liens bilatéraux avec ce traité du Quirinal qui n'est pas vieux. Donc je ne sais pas ce qu'ils en feront, les Italiens, maintenant. Ça, c'est autre chose. Mais il y a quand même des garde-fous où elle ne pourra pas non plus faire sauter et renverser la table. Donc elle peut en effet aller dans des directions sur ces questions sociétales ou sur ces questions migratoires où en effet là, Madame la Première ministre a dit des valeurs, c'est surtout sur l'état de droit, c'est surtout ça sur laquelle on peut avoir des choses. Donc il y avait la réforme de la justice, il y avait un certain nombre de réformes sur la liberté des médias, etc. Donc c'était les choses qu'on avait reprochées ou les universités en Hongrie, donc à Orban, ou à la justice après sur les pays. Bon, le droit à l'avortement, on a des règles, mais qui ne sont pas... Il y a des pays qui ne tolèrent toujours pas l'avortement, Malte en l'occurrence, et d'autres pays. Donc il n'y a pas de règle européenne. Donc c'est plus on essaye de faire en sorte que, mais ce n'est pas une règle européenne stricto sensu. Stefano Montefiori, c'est peut-être pas en France qu'elle fera son premier voyage officiel. Je pense pas, mais je voudrais dire que ça avoir des surprises. Ça serait intéressant. Non, mais ça serait intéressant aussi de voir quelle sera l'attitude du gouvernement français, qui se trouve dans une situation très très inconfortable, parce que d'un côté, bien évidemment, il faut garder la relation privilégiée jusqu'à maintenant privilégiée avec l'Italie, où quand même tous les liens historiques qu'on connaît très bien. De l'autre côté, légitimer complètement un gouvernement avec une leader d'extrême droite, ça va poser problème pour la politique intérieure française, parce qu'après, ça va devenir difficile de diaboliser Marine Le Pen ou un autre candidat d'extrême droite si on a des excellentes relations avec la chef du gouvernement italien. Il nous reste 1 minute, Marc Lazare. On ne peut pas faire ce débat sans donner un chiffre quand même. C'est l'abscette, 36% d'abstention. Capital. Et c'est beaucoup plus dans certaines villes du Sud. 10 points de plus. 10 points de plus. Il y a cette défiance. Alors, elle n'est pas seulement italienne, mais cette défiance, elle est majeure, quoi. Oui, elle est majeure, et je pense que ça explique le discours qu'a fait Giorgia Meloni dans la nuit en disant qu'elle s'adressait à tous les Italiens. Et d'abord parce qu'encore une fois, c'est 45%. Elle sait qu'il y a 55% des Italiens qui n'ont pas voté pour la coalition de droite. Vraiment. Et encore une fois, ils étaient divisés. Et puis, il y a ce taux d'abstention très important. Et c'est ce qu'elle veut essayer de régler. Parce qu'elle, c'est pas simplement l'alternance. Elle veut véritablement faire
ou tenter de faire une alternative pour régler les questions de la défiance politique et régler le mécontentement social. D'ailleurs, avec un mix de propositions de libéralisme économique et de protection sociale dont on ne comprend pas exactement quelle va être la teneur quand elle sera présidente du Conseil. Merci beaucoup à tous, c'était passionnant. Merci pour ce débat. Je vous dis à bientôt dans ce Sens Public. Votre prochain rendez-vous politique sur l'antenne de Public Sénat. La matinale, évidemment, Oriane Mancini reçoit Manuel Bompard, le député LFI des Bouches-du-Rhône. Ce sera à 8h demain matin. Bonne soirée.